Bonjour à tous et bienvenue à ce 13e épisode de l'émission hebdomadaire de 7 jours sur Terre. C'est un immense plaisir de vous retrouver aujourd'hui. Sans plus tarder, voici les dossiers qu'on a préparés pour vous cette semaine à 7 jours sur Terre. D'abord, on se parle d'une bataille fascinante entre les grandes puissances pour le contrôle d'une des chaînes d'approvisionnement les plus stratégiques du monde. Les semi-conducteurs sont aujourd'hui partout et sont la locomotive de toute économie moderne. Ce sont les puces dans nos ordinateurs, nos voitures, mais aussi dans nos systèmes de défense et de guidage. Au beau milieu d'une pénurie mondiale de semi-conducteurs, plusieurs se réveillent et constatent toute la vulnérabilité de la chaîne d'approvisionnement. Il sera question de Taïwan ainsi que de la montée de la Chine. On poursuit ensuite avec une histoire étonnante en provenance d'Iran qui affirme qu'un de ses principaux sites d'enrichissement d'uranium a été frappé par les services secrets israéliens. Après des explosions majeures à la centrale nucléaire de Natanz, l'alimentation en électricité a été coupée, des centrifugeuses ont été détruites et le programme iranien d'armement nucléaire aurait été retardé de plusieurs mois. Alors que les États-Unis tentent de négocier avec l'Iran, la tension monte et tout indique qu'Israël tente de saboter les négociations. Que se passe-t-il au Moyen-Orient? Tout ça et beaucoup plus cette semaine à 7 jours sur Terre. Cette semaine, on se parle d'une des industries les plus stratégiques du monde, qui est au cœur de la lutte entre les grandes puissances comme la Chine et les États-Unis. Il est question de l'industrie des semi-conducteurs. Les semi-conducteurs, ce sont les puces qui agissent comme le cerveau de tous nos appareils électroniques. Ils sont dans presque tous les systèmes modernes qui rendent possible le monde qui nous entoure. Sans semi-conducteurs, il n'y a pas d'ordinateur, pas de cellulaire, de satellite, d'électroménager, de voitures, de cartes à puces, de jeux vidéo, mais aussi de radars, de missiles, d'avions de chasse ou de sous-marins. On réalise donc que c'est une industrie avec une importance tant économique que géopolitique qui prend une place de plus en plus indispensable dans les sociétés avancées. En fait, en 2020, pour la première fois, la valeur de l'industrie des semi-conducteurs a dépassé celle de l'industrie pétrolière. Ça en dit extrêmement long. Le message que ça envoie aux investisseurs, c'est que les puces électroniques sont maintenant une ressource plus importante que le pétrole. Et c'est pas faux. Au cours de la dernière année, plus de 300 milliards de puces ont été vendues. C'est étourdissant rien que d'y penser. 300 milliards en un an. Et ce qui donne encore plus le vertige, c'est la place qu'occupe le leader mondial de l'industrie, un géant basé à Taïwan, du nom de TSMC. TSMC contrôle pas moins de 70% de la production mondiale de semi-conducteurs. Imaginez un peu le pouvoir. Seulement dans les 6 derniers mois de 2020, Apple, Nvidia, deux compagnies américaines, ont dépensé à elles seules 25 milliards de dollars américains pour les puces de TSMC. En fait, 60% de la production de la compagnie est achetée par des entreprises américaines. C'est pas une situation qui est nouvelle. Les usines de semi-conducteurs sont tellement chères à construire et c'est un produit tellement spécialisé que pendant des années, les pays du monde étaient relativement satisfaits à l'idée d'acheter des puces directement à Taïwan. D'abord, le modèle d'affaires de TSMC, c'est justement de travailler sur mesure avec les plans du client. Ensuite, la compagnie était très robuste, livrait toujours à temps et sa position près de la Chine lui donnait accès à un trafic maritime abordable. Bref, jusqu'à récemment, il n'y avait pas de bonne raison pour un pays d'investir des dizaines de milliards de dollars pour faire compétition à Taïwan et monter sa propre chaîne d'approvisionnement. Mais comme vous le savez, les choses ont beaucoup changé dans les dernières années et surtout dans les 12 derniers mois. Soudainement, avec une augmentation drastique de la demande en semi-conducteurs et une situation géopolitique de plus en plus explosive,
on réalise que la chaîne d'approvisionnement mondiale est extrêmement centralisée et tout aussi vulnérable. Avec le confinement de centaines de millions de personnes à travers le monde, la demande pour les produits électroniques a augmenté à une vitesse record. Plus que jamais, les gens se font des bureaux à la maison, achètent des jeux vidéo, changent d'ordinateur, et TSMC ne peut tout simplement plus répondre à toute cette nouvelle demande. En fait, au moment où on se parle, la demande pour les puces électroniques est tellement forte que le calendrier de commande de TSMC est rempli jusqu'à l'automne 2021. Les conséquences sont énormes. Les économies avancées sont carrément dépendantes de la production de Taïwan. Prenez l'Allemagne par exemple. Le pays est un énorme producteur de voitures qui sont exportées partout dans le monde, mais chacune de ces voitures peut contenir jusqu'à 3000 semi-conducteurs. La pénurie frappe donc extrêmement dur et il y a 3 mois, le ministre des Finances de l'Allemagne a même écrit une lettre à TSMC pour supplier la compagnie de prioriser les puces pour automobiles. Aux États-Unis, la situation est tout aussi désespérée et les constructeurs de voitures sont carrément forcés de suspendre la production et de fermer leurs usines le temps que la pénurie s'améliore. Seulement depuis le début de 2021, Toyota, GM, Volkswagen, Ford, Honda et Fiat Chrysler ont tous été forcés de fermer temporairement leurs usines. Le problème est majeur et autant les États-Unis que l'Union européenne font pression sur TSMC pour qu'elle construise plus d'usines sur leur territoire respectif. Au début 2020, la compagnie a annoncé la construction d'une nouvelle usine en Arizona pour 12 milliards de dollars. Mais c'est rien de plus qu'un bandage sur une hémorragie, puisque l'usine prendra des années à construire et qu'une fois terminée, elle va représenter environ 3% de la production de TSMC. Visiblement, c'est pas assez et la pénurie pourrait continuer très longtemps. Donc un peu partout dans le monde, mais surtout aux États-Unis et en Europe, on se met à réaliser toute l'importance d'avoir sa propre chaîne d'approvisionnement. En septembre 2020, le rapport d'un groupe de consultants de l'industrie américaine est publié et les prévisions sont pour le moins inquiétantes. D'abord, le futur de l'approvisionnement aux États-Unis est trop incertain. La chaîne de production est trop centralisée et si pour une raison ou une autre, les États-Unis perdaient leur accès à TSMC, les conséquences seraient désastreuses. Il faudra au moins 5 ans au Pentagone et aux industries américaines pour se rétablir. Avec la tension géopolitique qui s'intensifie tous les jours entre la Chine et les États-Unis, les conclusions du rapport déclenchent une prise de conscience à Washington. En février, des hauts placés de l'industrie américaine des hautes technologies ont envoyé une lettre à Joe Biden pour lui demander d'investir substantiellement dans la production interne de semi-conducteurs. Le mois dernier, Biden a signé un décret présidentiel pour pallier à la pénurie de puces. Mais les défis sont énormes et le reste du monde accuse un retard important sur la Chine et sur Taïwan. Ce qu'il faut savoir, c'est que les usines sont extrêmement dispendieuses à construire et à mettre en opération, jusqu'à 20 milliards de dollars chacune. C'est une somme absolument ridicule. La machinerie est tellement avancée et les équipements sont tellement rares que chaque usine coûte presque l'équivalent de 2 porte-avions nucléaires. Donc combien vous en voulez d'usines exactement? Ensuite, il faut toujours bien les construire. Il faut au minimum 3 ans avec le vent dans le dos. Et finalement, à qui allez-vous acheter les équipements? Parce que ça, c'est la partie dont plusieurs oublient de parler, mais depuis environ 3 ans, la Chine achète presque tout ce qu'il y a sur le marché en matière d'équipements et de machinerie pour produire des semi-conducteurs. C'est pas difficile de comprendre pourquoi. D'abord, le pays est dans la même situation que tout le monde. Il a besoin de puces électroniques et il n'aime pas dépendre des autres pour en acheter, encore moins de Taïwan. Mais surtout, les États-Unis n'arrêtent pas d'imposer des sanctions qui limitent la capacité de la Chine à satisfaire la demande grandissante de ses industries. Pensez à Huawei, par exemple, le géant chinois des télécommunications, à qui Washington interdit la vente de semi-conducteurs. Dans ses communications internes, la compagnie se vante d'avoir construit une réserve qui lui permet de résister aux sanctions. C'est
C'est pas très difficile à faire. Au lieu d'importer des produits directement en Chine, on les importe vers un pays ou vers une destination tiers qui a une meilleure réputation. Dans le cas de la Chine, la porte d'entrée officieuse pour les marchandises sanctionnées, c'était Hong Kong. À cause de son statut spécial dans la doctrine du « un pays, deux systèmes », beaucoup de pays du monde considéraient Hong Kong comme un endroit séparé et différent de la Chine continentale. Mais la Chine a saboté elle-même cette porte d'entrée en réprimant les manifestations, en réécrivant la loi sur la sécurité nationale et en consolidant le pouvoir sur Hong Kong de telle manière que de plus en plus de pays considèrent que Hong Kong, c'est la Chine, qu'il n'y a plus de différence et conséquemment, ce qui est banni pour l'exportation en Chine doit aussi l'être à Hong Kong. À l'été 2020, l'administration Donald Trump a officiellement annoncé qu'elle retirait le statut spécial de Hong Kong en réponse aux actions du Parti communiste chinois. Pour l'industrie des semi-conducteurs, cette annonce-là a eu l'effet d'une bombe. Puisque depuis des années, la majorité des semi-conducteurs importés à Hong Kong étaient ensuite réexportés vers la Chine. En fermant la porte de Hong Kong, les Américains se trouvent à juguler une des plus importantes artères de marchandises sanctionnées qui permettait à l'industrie chinoise des hautes technologies de se maintenir à flot malgré les sanctions. En conséquence, la Chine s'est mise à considérablement augmenter ses achats de semi-conducteurs, d'équipements et de matériel pour en produire elle-même, ce qui, selon certains, aggrave encore plus la pénurie mondiale. Récemment, le Parti communiste chinois a annoncé un plan pour rendre la Chine entièrement indépendante en matière de haute technologie d'ici 2025. Ce plan-là comprend tout un segment sur les semi-conducteurs et la Chine investit actuellement 100 milliards de dollars pour devenir numéro 1 mondial d'ici 2030. Donc pour tous les pays du monde qui ont des relations tendues avec le Parti communiste, disons simplement que la tension monte considérablement et qu'il faut au plus vite trouver une alternative à l'approvisionnement de la Chine ou de TSMC. Parce que TSMC, comme on l'a mentionné, est situé à Taïwan, à quelques minutes de vol seulement des côtes chinoises. Pour plusieurs, c'est une vulnérabilité majeure qui pourrait bientôt poser problème pour la production de semi-conducteurs. En fait, la Chine considère que le pays de Taïwan lui appartient et que c'est en fait une province chinoise. C'est très dangereux, puisque c'est une province chinoise. Qu'est-ce qui empêcherait la Chine d'imposer des limites à l'exportation vers l'Europe ou les États-Unis, ou encore de forcer TSMC à prioriser les commandes chinoises? Taïwan pourrait ignorer la demande, mais la Chine pourrait imposer un blocus naval sur les navires fautifs, qui serait très difficile à briser. La question est toujours la même. Est-ce que des Américains ou des Européens sont prêts à mourir pour briser un blocus naval contre quelques navires taïwanais? La Chine pourrait bombarder les usines de son adversaire, les rendant inopérantes une par une, jusqu'à ce que Taïwan accepte des concessions. Ou encore, et ça c'est très probable, elle pourrait mener des opérations de sabotage, ce qui permettrait de nier toute responsabilité et de brouiller les eaux. Bref, ce à quoi on assiste, c'est une véritable course pour l'hégémonie entre la Chine, l'Europe et les États-Unis, dans une industrie stratégique qui a le pouvoir de carrément déterminer les gagnants des perdants dans la course aux nouvelles technologies. D'un côté, vous avez la Chine qui tente de survivre aux sanctions de Washington et de continuer sa montée vers une économie développée. De l'autre, vous avez l'Europe et les États-Unis qui tentent de pallier la prédation de la Chine sur la production mondiale, en plus de se préparer au pire dans l'éventualité d'un bris dans la chaîne d'approvisionnement pour une raison ou une autre. Dans les prochains mois, on risque d'assister à une quantité massive d'investissements pour décentraliser la chaîne d'approvisionnement. C'est un pas de plus dans le rapatriement des industries stratégiques, ce qui semble être une des grandes leçons que le monde a tirées des 12 derniers mois. Pour qu'un pays soit vraiment autonome, il doit produire lui-même ce qu'il considère comme indispensable. On réalise aujourd'hui que l'approvisionnement en semi-conducteurs, comme beaucoup d'autres choses, ce n'est pas juste une question économique, c'est un attribut de la sécurité nationale. Donc je vous pose la question, selon vous, à quoi ressemble le futur de l'industrie des semi-conducteurs? Est-ce qu'on devrait chacun ouvrir des usines ou est-ce qu'un certain niveau de diversification peut être suffisant?
Finalement, quel défi voyez-vous pour les prochaines années? J'ai très hâte de lire vos prédictions. Maintenant, pour le portrait de la semaine, on se parle d'un pays fascinant à la stratégie géopolitique presque unique. Un pays minuscule, sans accès à la mer, qui réussit quand même à tirer son épingle du jeu et offrir à ses citoyens l'un des plus hauts niveaux de vie du monde entier. Et en plus, c'est le domicile de plusieurs abonnés de 7 jours sur Terre. Voici donc la géopolitique de la Suisse. La Suisse est un pays intrigant. Situé en plein cœur de l'Europe, entièrement enclavé au carrefour de l'Europe du Nord et de l'Europe du Sud, voisine de puissances européennes comme l'Allemagne, la France, l'Autriche et l'Italie, la Suisse est demeurée malgré tout un peu en marge de la vie politique européenne et occidentale. En raison de sa fameuse politique de neutralité, elle n'a participé à aucune guerre depuis la défaite de Napoléon en 1815. Elle n'est pas devenue membre de l'Union européenne, elle n'a pas intégré la zone euro, elle n'est pas devenue membre de l'OTAN, elle n'a joint l'ONU qu'en 2002, seulement plusieurs décennies après sa création. Même en pleine Deuxième Guerre mondiale, alors qu'elle était entièrement encerclée par l'Allemagne nazie, l'Italie fasciste et le régime de Vichy en France, la Suisse a réussi à maintenir son intégrité territoriale sans avoir à participer au conflit. Pour certains, c'est un véritable miracle. La Suisse semble s'être alignée tout au long de son histoire sur la raison même de sa création en 1291, consolider une alliance défensive contre un envahisseur potentiel. Une sorte de pari qu'il est possible d'avoir un havre de paix, malgré tous les conflits qu'il peut y avoir autour. La Suisse, en quelque sorte, c'est un peu l'œil du cyclone en Europe. Pour maintenir sa situation avantageuse, la Suisse a pu miser sur certains atouts géographiques. D'un côté, les chaînes de montagnes des Alpes au sud et du Jura au nord-ouest, qui occupent la majeure partie du territoire, agissent comme des barrières naturelles tout à fait impénétrables. De l'autre, le plateau central, constitué de vallons, de plaines et de lacs, où se concentre la majorité de la population, est plus accessible, mais il est aussi une véritable souricière. Avec le temps, la Suisse en a pris avantage pour dissuader les plus mal intentionnés. Il y a plus de 36 000 bunkers et positions fortifiées camouflées dans les Alpes, où la milice suisse, une armée exclusivement entraînée à la défense territoriale de la Suisse, se replierait, advenant une attaque. Même si la Suisse devait être victime d'une attaque nucléaire à distance, c'est le seul pays du monde qui dispose de suffisamment d'abris nucléaires pour abriter l'ensemble de sa population et la faire survivre pendant plusieurs mois. Bref, envahir ou même attaquer la Suisse, c'est un pensez-y bien. La Suisse a développé une stabilité politique, sociale et économique à l'interne. Elle s'est arrangée pour que les autres nations du monde aient avantage à ce que cette stabilité soit maintenue. Comment? En visant le portefeuille des plus riches élites commerciales mondiales et en faisant tout pour leur inspirer confiance. Le système bancaire suisse a évolué de façon à devenir pratiquement légendaire. Au départ, c'était surtout les lois sur le secret bancaire qui rendaient les banques suisses extrêmement alléchantes pour plein de raisons personnelles, des bonnes comme des mauvaises. Mais ce n'est pas tout. La stabilité financière du pays fait en sorte que l'argent dans les banques est à l'abri d'un effondrement du marché. Comme en 2008 par exemple, quand la crise économique a frappé, des investisseurs du monde entier ont utilisé le franc suisse comme monnaie refuge et ont attendu que la tempête se calme. Un autre aspect non négligeable, c'est le dispositif même d'entreposage de l'argent. Les banques suisses ont des coffres-forts dans des bunkers un peu partout dans les Alpes dont l'emplacement est inconnu du public et qui ne sont pas accessibles par voie terrestre, seulement par hélicoptère. Niveau sécurité et secret, disons seulement que c'est difficile à battre. Bref, la Suisse est peut-être enclavée, elle dispose peut-être de peu de ressources naturelles, mais grâce à une compréhension intime des possibilités offertes par la géographie, elle fait l'envie de pays à travers le monde pour son système de gouvernement et ses institutions, pour sa prospérité, son PIB per capita parmi les plus élevés au monde et pour son niveau de vie
exceptionnelle. Si vous avez une suggestion de pays à couvrir dans ce segment, gênez-vous surtout pas pour l'inscrire dans les commentaires. On retiendra les meilleures propositions. Et maintenant, voici notre grand dossier de la semaine. Il y a seulement quelques jours, le New York Times nous a appris à travers un article drôlement bien informé que la centrale nucléaire de Natanz, en Iran, avait été la cible d'une attaque clandestine organisée par l'État d'Israël. D'abord, il y aurait eu une explosion. Ensuite, l'électricité a été coupée sur la centrale et des centrifugeuses qui servent à enrichir de l'uranium ont été lourdement endommagées. Selon le Times, qui cite des sources au sein des renseignements américains et israéliens, le sabotage pourrait ralentir le programme nucléaire iranien d'environ 9 mois. C'est énorme, surtout quand on considère qu'au début février, le secrétaire d'État américain affirmait publiquement qu'en restant sur la trajectoire actuelle, l'Iran pourrait construire une arme nucléaire en seulement quelques semaines. Donc si c'est bien vrai et que l'attaque a ralenti le programme de plusieurs mois, c'est rien de moins qu'un coup fumant qui, pour plusieurs, peut seulement être attribué au service secret israélien, le Mossad. Il faut dire que ce serait loin d'être une surprise, mais pour bien comprendre ce qui est en train de se passer, il faut revenir de quelques années à la présidence de Barack Obama. On est à l'été 2015. Le deuxième mandat de Barack Obama tire à sa fin et se prépare à quitter la Maison-Blanche. Et comme tous les présidents avant lui, il cherche à claquer un coup de circuit avant de partir pour marquer l'histoire et laisser un héritage, surtout en matière de politique extérieure. À ce moment-là, les États-Unis sont en négociation avec l'Iran depuis des mois pour mettre fin au programme nucléaire iranien. Et pour la première fois, il semble y avoir un peu de lumière au bout du tunnel. Après un blitz de négociations, une entente est finalement signée entre les États-Unis, la Chine, l'Iran et plusieurs pays européens pour lever les sanctions contre l'économie iranienne en échange d'un strict contrôle sur son programme nucléaire. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'autant l'Iran que l'administration Obama avaient avantage à trouver une entente rapidement. D'abord, l'économie iranienne souffrait énormément et ni Donald Trump ni Hillary Clinton ne semblaient vraiment enthousiastes à l'idée d'une entente rapide avec l'Iran. De son côté, Barack Obama avait besoin de changer le narratif quant à l'échec de sa politique extérieure. Il faut se rappeler un peu du contexte à l'été 2015. À ce moment-là, les défis géopolitiques pour les États-Unis sont nombreux. La Russie vient tout juste d'envahir l'Ukraine et d'annexer la Crimée. La Chine construit des bases militaires sur des îles artificielles. Le Moyen-Orient est en feu après les révolutions du printemps arabe. L'État revendique des attentats partout dans le monde et la Corée du Nord teste des nouveaux missiles nucléaires à presque tous les mois. Bref, le monde s'est déjà mieux porté et plusieurs accusent Obama d'en être responsable. Donc tout de suite après l'annonce de l'accord nucléaire avec l'Iran en juillet 2015, beaucoup de gens sont sceptiques et se demandent si les États-Unis et leurs partenaires internationaux ont vraiment signé la meilleure entente possible avec l'Iran. Obama rétorque que la seule alternative, c'était la guerre et que l'entente signée était la meilleure des mauvaises options. Les États-Unis auront accès à de l'information et pourront surveiller les centrales iraniennes à travers des experts internationaux indépendants. C'est un bon début, mais c'est loin d'être tout le monde qui est d'accord. Pour Israël, par exemple, l'accord nucléaire est un désastre et les États-Unis sont tragiquement naïfs de croire en son succès. Benjamin Netanyahou, le premier ministre d'Israël, a même été jusqu'à livrer un discours extrêmement hostile sur la tribune du Sénat des États-Unis pour convaincre les sénateurs américains de rejeter l'entente proposée par leur président. C'était du jamais vu, un véritable point bas dans les relations entre Israël et Washington. Pour Donald Trump, l'entente signée par Obama est tout simplement risible, horrible et mérite d'aller directement aux poubelles. This is one of the worst deals ever made by any country in history. The deal with Iran will lead to nuclear problems. All they have to do is sit back 10 years, and they don't have to do much, and they're going to end up getting nuclear. I met with Bibi Netanyahu the other day. Believe me, he is not a happy camper.
donc quand il est élu président des États-Unis en novembre 2016, disons seulement que le monde entier sait à quoi s'en tenir. En 2018, Trump passe de la parole aux actes et Washington se retire unilatéralement de l'accord de Vienne. Les Iraniens sont furieux. Dans les semaines qui suivent, ils accélèrent l'enrichissement d'uranium et commanditent des attaques contre les intérêts américains à travers tout le Moyen-Orient. En conséquence, l'administration Trump impose contre le régime iranien des centaines de sanctions. C'est la fameuse campagne de pression maximale. En tout, ce sont plus de 1600 sanctions qui ont été imposées à l'Iran avec l'objectif d'étrangler le régime pour le forcer à négocier en position de faiblesse. Rapidement, les effets sur l'économie iranienne se font sentir et le pays se retrouve dans une situation de plus en plus désespérée. Un mouvement conservateur gagne en popularité. On dénonce la trahison des Américains qui déchirent un traité comme s'il n'y avait aucune valeur. On jure que plus jamais on se pliera aux conditions des États-Unis. Pour la frange plus libérale des politiciens iraniens incarnés par le président Hassan Rouhani, c'est un véritable désastre. Après avoir accepté de mettre fin à son programme d'armement nucléaire en échange de la levée des sanctions, en 2020, l'Iran se retrouve avec ni l'un ni l'autre. Les électeurs sont furieux et demandent des explications. Mais soudainement, en novembre 2020, tout ça change et il y a un peu d'espoir pour l'Iran, puisque Donald Trump perd sa campagne de réélection et Joe Biden est élu président des États-Unis. Durant la campagne, Biden promet un retour à la table de négociation pour réanimer l'accord de 2015 et lever les sanctions sur l'Iran. À Téhéran, c'est presque la fête. On comprend qu'il suffit seulement de s'accrocher quelques semaines pour que Biden arrive et que les sanctions soient levées. Trump, de son côté, est absolument furieux, tout comme Israël d'ailleurs. En fait, dans les jours qui suivent l'élection présidentielle, autour du 15 novembre, Donald Trump convoque certains des plus hauts placés de son administration, comme le secrétaire de la Défense, le vice-président et le secrétaire d'État, pour leur demander de lui présenter des options pour frapper le programme nucléaire iranien. Ironiquement, la centrale sur laquelle Donald Trump arrête sa décision est justement la centrale visée par Israël cette semaine, celle de Natanz. Les conseillers de Trump vont finalement le convaincre de ne pas aller de l'avant puisqu'il avait peur de déclencher une guerre ouverte dans la région juste avant de partir de la Maison-Blanche. Pour Israël, c'est un coup extrêmement dur. Le pays comprend qu'il vient de perdre un allié important à Washington et qu'il faudra maintenant agir seul. Dans les semaines qui suivent, on observe une augmentation du nombre et de la complexité des opérations de sabotage et d'infiltration par les services secrets israéliens à l'intérieur du territoire iranien. Par exemple, le 27 novembre, le scientifique en chef du programme nucléaire iranien, Mohsen Farizadeh, est assassiné par une arme robotisée contrôlée par satellite en plein jour à quelques kilomètres de la capitale. La guerre secrète entre Israël et l'Iran prend une dimension de plus en plus publique. Au début du mois de mars 2021, des rapports officiels en provenance des États-Unis rapportent que depuis 2 ans, Israël a fait appel au moins 12 fois à un groupe de commandos d'élite pour attaquer des navires iraniens avec des charges sous-marines, causant des milliards de dollars en dommages. La tension monte, les incidents se multiplient. Pour Biden, il devient très clair que la fenêtre d'opportunité pour réanimer l'entente de 2015 est sur le point de se refermer. Le 24 mars, donc, le secrétaire d'État des États-Unis, Anthony Blinken, et le représentant de l'Union européenne pour la politique étrangère, Josep Borrell, se rencontrent pour discuter de la possibilité de relancer les négociations avec l'Iran. Il conclut que l'objectif commun, c'est de retourner à l'accord de 2015. La question devient donc qui va bouger en premier. Les États-Unis demandent que l'Iran respecte d'abord les conditions pour lever les sanctions, alors que l'Iran demande l'inverse, soit de lever les sanctions d'abord pour qu'ensuite elles se plient aux conditions.
C'est seulement le 6 avril dernier que Washington et Téhéran se rencontrent indirectement à Vienne et acceptent de bouger tous les deux en même temps, de manière progressive. Ça permet de briser l'impasse. Et bien évidemment, c'est loin de plaire à Israël, qui persiste à croire que l'entente est naïve et carrément dangereuse. En fait, le jour même, Israël attaque le navire iranien Saviz, un bateau qui serait utilisé par les gardiens de la révolution islamique comme un centre de commandement et d'espionnage le long des côtes du Yémen. Selon Israël, c'est une réplique à l'attaque de 2 navires israéliens dans les dernières semaines. Le lendemain, le 7 avril, Benjamin Netanyahou y va d'une déclaration sans équivoque qui présage les événements à venir. À nos bons amis, je dis, nous ne sommes pas contraints par l'entente avec l'Iran qui pose une menace existentielle à Israël. Le jour suivant, le 8 avril, Netanyahou informe les États-Unis qu'en ce qui concerne Israël, les rencontres à Vienne sont inutiles et insignifiantes et qu'il n'y a aucune intention de se conformer à une quelconque entente qui en découlerait. Mais les États-Unis ne reculent pas et font fi de l'opinion d'Israël. Durant une rencontre à Vienne, Washington et Téhéran conviennent d'aller de l'avant avec l'objectif de signer une entente avant le 18 juin. Le temps presse parce que le 18 juin, c'est le début de la campagne présidentielle en Iran et tout indique que sans accord et sans levée des sanctions, le gouvernement à tendance plus libérale de Hassan Rouhani va être remplacé par la frange beaucoup plus conservatrice et nationaliste. Et si ça se produit, l'Iran sera plus hostile que jamais. Il va être impossible de négocier. La fenêtre est donc très courte. Il reste à peine 2 mois et ensuite elle pourrait se refermer pour plusieurs années. Et c'est précisément la raison pour laquelle Israël tient autant à saboter les négociations entre l'Iran et les États-Unis. Si Israël peut empoisonner la relation entre les deux juste assez pour qu'il soit impossible de signer un traité dans les 2 prochains mois, il va tout faire pour atteindre cet objectif. Et voilà ce qui nous amène à l'incident de dimanche dernier. Au même moment où le secrétaire de la Défense des États-Unis arrive en Israël pour une visite officielle, on apprend que la centrale nucléaire de Natanz en Iran a été victime d'une opération de sabotage. On parle d'une cyberattaque, d'une explosion, mais aussi possiblement d'une infiltration par une organisation très sophistiquée. Immédiatement, on pointe dans la direction d'Israël et on accuse les États-Unis d'avoir été complices. Évidemment, les Américains nient toute implication. Mais soyons honnêtes, si vous étiez en négociation avec les États-Unis pour abandonner vos ambitions nucléaires et qu'Israël attaquait votre programme et que le lendemain, le secrétaire de la Défense américain se tenait côte à côte avec le ministre de la Défense israélien, vous aussi, vous trouveriez ça très louche. Vous diriez aux Américains d'arrêter de jouer les hypocrites et peut-être même que ce genre de couteau dans le dos vous enlèverait l'envie de négocier. Après tout, à quoi bon si les États-Unis ne sont pas de bonne foi? Votre impression serait très juste. Et malgré les démentis américains, vous n'auriez aucune certitude qu'ils n'étaient pas impliqués. Mais maintenant, je vous pose la question. Et si c'était exactement ce que voulait Israël? Et si le pays avait choisi délibérément la visite américaine pour attaquer de sa propre initiative, sans collaborer avec les Américains, avec l'objectif de semer le doute à Téhéran et de briser la confiance, peut-être même de saboter les négociations? Parce qu'au même moment où tout ça se produit, les États-Unis et l'Iran sont activement en négociation à Vienne et que seulement 1 jour plus tôt, l'Iran activait à Natanz ses nouvelles centrifugeuses, 50 fois plus puissantes que les modèles précédents. Visiblement, ce que tente de faire Israël, c'est d'élargir le fossé entre Washington et Téhéran pour éviter à tout prix qu'ils arrivent à signer dans les prochaines semaines une entente que Israël considère comme étant nuisible à ses intérêts.
Et ça pourrait très bien marcher, puisque déjà des partisans de la ligne dure en Iran font pression pour mettre fin aux négociations avec les États-Unis à la suite de l'attaque à Natanz. Pour Netanyahou, c'est un coup fumant dont il avait grandement besoin, puisqu'il est actuellement visé par un procès criminel et que sa gouvernance est plus fragile que jamais. Ce genre d'opération secrète réussie permet de le positionner comme un incontournable dans la lutte face à l'Iran, et il a besoin de toute la légitimité internationale que possible. En frappant le programme nucléaire iranien, Israël prouve à tous les pays du Moyen-Orient qui souhaitent opposer la montée de l'Iran que Jérusalem est prête à mettre ses intérêts ainsi que ceux de la région au-dessus des intérêts de Washington. Pour un pays comme l'Arabie saoudite, par exemple, qui se rapproche prudemment d'Israël et qui est viscéralement opposé à l'entente avec l'Iran, c'est rien de moins que de la musique à ses oreilles. Mais la réalité, c'est pas qu'Israël essaie de se rebeller contre Washington ou de se prouver face à ses voisins. La motivation de l'État d'Israël est beaucoup plus simple. Ce qu'on comprend aujourd'hui, c'est que peu importe ce que font les Américains, peu importe les promesses de l'Iran ou les préférences de ses voisins, Israël n'acceptera jamais que l'Iran possède une arme nucléaire, ou même qu'il s'en approche. Si Jérusalem estime que les États-Unis sont trop complaisants, elle n'hésitera pas à agir de son propre chef. Pour l'administration Biden, c'est comme avoir une énorme aiguille dans la botte, puisque ça garantit que les négociations vont toujours aboutir à une impasse, ou pire encore, qu'une éventuelle entente serait ignorée par Israël. Dans les prochains jours et les prochaines semaines, il faut s'attendre à ce que les opérations clandestines continuent et s'accélèrent entre l'Iran et Israël. Immédiatement après l'explosion à la centrale de Natanz, l'Iran a juré vengeance et le lendemain, un navire israélien a été frappé par un missile iranien. Les tensions augmentent et à chaque fois qu'un incident se produit, les négociations deviennent plus difficiles entre Washington et Téhéran. Israël joue ses cartes. Les États-Unis perdent l'initiative et tout indique que l'accord nucléaire de 2015 est déjà pratiquement mort et enterré. L'Iran a annoncé cette semaine l'enrichissement d'uranium jusqu'à 60%. À partir de 90%, c'est suffisant pour une bombe. Faut pas se faire d'illusions. Si les Israéliens jugent que la politique des États-Unis dans la région nuit à leurs intérêts, ne gêneront pas pour la saboter. En terminant, je me permets de vous poser la question. Selon vous, est-ce que les États-Unis vont réussir à s'entendre avec l'Iran pour réanimer l'accord de 2015? Si oui, comment va réagir Israël? Et sinon, pensez-vous que l'échec des négociations et l'émergence d'un gouvernement plus hostile en Iran pourrait empirer la situation? Disons qu'il y a un équilibre extrêmement délicat et que tous les scénarios sont problématiques. Mais comme le veut le dicton, la géopolitique, c'est l'art de choisir entre le désastreux et le désagréable. Alors voilà, c'est déjà tout pour notre émission de cette semaine. Si vous pensez que ce qu'on fait est important, pensez à vous abonner, à laisser un commentaire ou encore mieux, à contribuer à 7 jours sur Terre en devenant membre exclusif. Chaque semaine, vous aurez droit à une revue de presse d'1 heure avec moi et notre chercheur Joshua, où on revient sur les grands dossiers de la semaine, ainsi que sur l'émission à venir. Nos productions sont financées exclusivement par vos contributions et des forfaits sont disponibles à partir de seulement 1 $ par mois. J'ai eu énormément de plaisir à travailler sur cet épisode et encore plus, comme d'habitude, à vous le présenter. C'était Benjamin Tremblay et 7 jours sur Terre. À la semaine prochaine.